Bonjour à tous, je vous présente une nouvelle vidéo aujourd'hui pour discuter du sujet qui revient très souvent, qui est combien coûte un tour du monde. C'est une question qu'on me pose beaucoup depuis que je suis revenu de mon voyage et donc je vous propose quelques pistes de réflexion à ce sujet-là et surtout je vais répondre à cette question, combien coûte vraiment un tour du monde en ajoutant ma vision personnelle du sujet. Pour cadrer un peu le contexte, je vous rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que je reviens d'un tour du monde d'un an. Donc j'ai été de Bruxelles à Londres, puis Chicago, Vancouver. J'ai descendu toute la côte ouest des États-Unis par la route, par l'Oregon, Portland, San Francisco, puis Los Angeles. J'ai ensuite été sur les îles Cook, à Rarotonga, à Aitutaki, puis un mois et demi dans le nord de la Nouvelle-Zélande, une dizaine de jours à Fidji, le sud de la Nouvelle-Zélande, de Christchurch vers Sydney, à Melbourne, Adélaïde, puis Cairns, Brisbane. Je suis arrivé à Singapour, à partir d'où j'ai été faire un tour de l'Asie du Sud-Est, en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, puis au Népal, une vingtaine de jours dans le massif de l'Annapurna. J'ai traversé le nord de l'Inde jusqu'à la frontière du Pakistan pour revenir en Europe, sur la côte atlantique française, en Italie, à Rome, à Venise, à Genève, les fjords norvégiens. Je suis parti à Moscou, à Ekaterinbourg dans l'Oural en Russie, pour revenir en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Donc basé sur cette expérience et sur les différents voyages que j'ai fait par ailleurs, donc je vous propose d'analyser le coût d'un tour du monde avec un angle particulier. Donc d'abord ce qui va avoir un impact avant le voyage, puis pendant et ensuite après. C'est les trois parties du budget qu'on va analyser aujourd'hui dans cette présentation. Avant le départ, ce qui est important de regarder à l'esprit, c'est qu'il y a toujours les billets d'avion pour ceux qui souhaitent prendre l'avion. Un billet tour du monde est quand même beaucoup moins cher que d'acheter des billets au cours du voyage, mais ça limite un peu la flexibilité. Les vaccins, pour beaucoup de personnes, c'est un budget important. Ça dépend de vous, si vous souhaitez faire beaucoup de vaccins ou pas. Moi, par exemple, pour l'Inde, je n'ai pas fait de vaccin contre la rage, alors que c'est conseillé, parce que je n'allais pas dans les zones très rurales. Pour le matériel, ça dépend un peu de ce que vous avez déjà chez vous. Si vous avez besoin d'acheter un ordinateur, acheter des chaussures spécifiques, un sac, ce genre de choses, ça peut chiffrer un peu. Les visas dépendent essentiellement des pays où vous allez. Il y a beaucoup de pays qui ne demandent pas de visa. Dans certains pays, le visa peut être assez cher, au Myanmar par exemple, ce genre de choses. Pour les assurances et les frais liés à la banque, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est essentiel d'avoir une assurance rapatriement médical en cas d'accident. C'est aussi important d'avoir une couverture si jamais vous devez aller chez le médecin sans avoir d'accident en Australie, au Canada. Aller chez le dentiste, ça coûte extrêmement cher. Et bien, au niveau de la banque, il faut avoir des cartes de crédit particulières. Quelquefois, il y a des services qui sont proposés qui peuvent avoir un coût supplémentaire par rapport à ce que vous êtes habitué à payer si vous n'êtes pas dans un tour du monde. Pendant le voyage, donc on a l'alimentation, la boisson, qui n'est pas énorme dans l'Asie du Sud-Est, dans certains pays à faible niveau de vie. Les transports et l'hébergement elles sont assez variables si vous faites de l'autostop ou si vous prenez des bus locaux, ça coûte quand même beaucoup moins cher que de prendre des transports de luxe, on va dire, des taxis, des avions. L'hébergement peut aussi être réduit en se faisant héberger par des gens, en connaissant des personnes sur place, en évitant d'aller dans les hôtels, dans les lieux touristiques ou en réservant à l'avance ou au dernier moment. On doit aussi payer les visas à l'arrivée s'il n'y a pas besoin d'en avoir à l'avance. Un gros sujet qui peut avoir un impact énorme sur le budget, c'est ce que vous faites pendant le voyage. Ça paraît évident, mais si vous voulez aller faire un saut élastique tous les jours, si vous payez des entrées dans des musées qui sont chers dans certains coins du globe, si vous voulez aller faire des croisières en bateau, prendre des verres tous les soirs dans des bars, dans des lieux où l'alcool est assez élevé en termes de prix, ça a un impact important sur le budget, c'est évident. Il y a certaines personnes qui aiment acheter des cadeaux, des souvenirs, ou les envoyer par la poste. Les frais postaux peuvent être importants. Personnellement, j'achète presque rien sur place. Mais bon, c'est un choix. On peut acheter aussi du matériel quand celui qu'on utilise a un problème ou quelque chose comme ça. Il y a les frais bancaires qui sont importants lors de chaque transaction. Par exemple, si on retire de l'argent avec une carte Visa ou Mastercard, il y a des frais de transaction liés au changement de devise, mais aussi à la banque par laquelle transitent les fonds. Et ça peut être plusieurs euros, 2 euros et demi par exemple.
En Inde, dans certains distributeurs où le montant maximum est limité à, par exemple, 30 euros, ça commence à faire cher de payer 3 euros sur la transaction. Les télécommunications aussi, c'est quelque chose qu'il faut considérer si vous avez besoin d'accéder à Internet régulièrement. La plupart du temps, c'est gratuit ou c'est facile d'accès, mais il y a des coins comme en Polynésie, sur Fidji par exemple, les îles Cook, et c'est quelque chose qui peut alourdir le budget. Après le voyage, souvent c'est une partie qu'on néglige. Il y a tous les frais liés au fait de retrouver un logement, si vous avez quitté votre logement par exemple, les frais d'emménagement, rechercher un emploi si vous avez quitté votre emploi actuel, si vous avez besoin de passer du temps sans avoir de revenus avant de recommencer à avoir une activité salariée. Acheter des vêtements aussi, ça peut être un budget non négligeable, puisque pendant un an on n'a pas utilisé les vêtements de la vie quotidienne, donc il faut renouveler sa garde-robe potentiellement. Et puis voilà, du matériel pour les gens qui sont plus sédentaires, qui doivent être achetés. Par exemple, avant mon voyage autour du monde, j'ai vendu mes meubles et j'ai quitté mon appartement. Donc ça permet d'avoir un peu de revenus ou d'argent pour pouvoir amorcer le voyage. Mais au retour, il faut racheter des meubles. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, je pense, dans le budget. Donc combien ça coûte un tour du monde exactement? D'après tout ce que je vous ai dit, chacun peut avoir une idée basée sur son propre mode de vie en voyage. Je propose 450 euros pour les pays pas trop chers à 1200 euros pour par exemple le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pour un backpacker par personne qui fait vraiment attention à son budget. J'ai rencontré pas mal de personnes qui voyagent en Australie par exemple qui dépensent 80 à 100 dollars par jour. Donc on arrive à 3000 dollars par mois, ce qui est bien plus que ce que j'annonce ici. Mais ça dépend de vous et de votre façon de voyager, et puis surtout de ce que vous faites et de où vous allez. Maintenant, je vais continuer par comparer le prix d'un tour du monde avec différentes choses qu'on peut souffrir. Donc, par exemple, un tour du monde d'un an, ça correspond à peu près, de mon point de vue, à un an de location d'un appartement parisien de 2 pièces dans un quartier bien placé. Un autre exemple, c'est un mariage pour 100 personnes. Un autre exemple, un budget pour un tour du monde, c'est l'achat d'une voiture. Si vous êtes vraiment très très faible en termes de dépenses sur la route, vous pourrez comparer ça à une Twingo. Si vous dépensez plus, ça va être une voiture de catégorie plus élevée. Et si vous êtes vraiment sur un tour du monde luxueux, ça sera le prix d'une Porsche. Ce qui est généralement oublié dans ce genre de calcul, et c'est ça que je vais proposer ici, c'est le coût d'opportunité du voyage. Donc, c'est-à-dire que le prix du voyage, le coût du voyage en soi, on l'a vu, mais il y a aussi ce qu'on ne gagne pas lorsqu'on voyage. Et ça, c'est quelque chose qui est important de mon point de vue, surtout pour des gens qui sont déjà dans la vie active ou qui ont des revenus qu'ils ne peuvent pas obtenir par le fait même d'être sur la route. On va regarder un peu ensemble ce que ça donne sur ce sujet-là. Il y a l'argent qu'on ne gagne pas à cause du voyage, mais aussi tout ce qu'on ne peut pas faire à cause du fait d'être sur la route. Par exemple, une année d'expérience professionnelle dans un secteur particulier. Un avocat qui dit qu'il est un expert sur un sujet depuis 3 ans a plus de crédibilité et peut avoir un revenu plus important que quelqu'un qui dit connaître le même sujet depuis 2 ans uniquement. Donc ça dépend des secteurs d'activité et de la situation personnelle des voyageurs. Ici, j'ai fait une simulation pour voir à peu près ce que ça donne si on prend en fait les coûts cachés à moyen et à long terme d'un voyage. Donc je pars sur un voyage d'un an de 15 000 euros. On suppose que quelqu'un qui a 25 ans met de côté par exemple 500 euros. J'ai pris ça un peu de façon arbitraire sur un compte et on a un intérêt de 4% par exemple. La première personne qui est ici en bleu foncé dépose 500 euros sur son compte tous les mois et ne part pas en voyage. Quand il arrive à 55 ans, il a 348 000 euros sur son compte. Le deuxième exemple, c'est quelqu'un qui dépose 500 euros sur son compte tous les mois de la même façon de 25 à 30 ans. À 30 ans, il part un an pour un tour du monde qui lui coûte 15 000 euros. Donc son compte en banque diminue de 15 000 euros et ensuite il revient un an plus tard et il continue à alimenter son compte d'épargne 500 euros par mois. On voit qu'à 55 ans, il y a une différence importante qui est plus de 120 000 euros, qui est en fait le coût caché d'un tour du monde, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est un peu fallacieux de voir ça comme ça parce qu'effectivement il y a aussi le risque que l'on suppose constant des deux côtés et des hypothèses qui ne peuvent ne pas être avérées, mais ça vous donne une idée du coût caché au niveau financier
qu'un tour du monde peut impliquer. Pour être complètement honnête, on va rajouter un troisième scénario où là, c'est quelqu'un qui ne part pas en voyage, mais qui n'épargne pas, et qui commence à 40 ans uniquement à mettre 500 euros sur le même compte en banque dans les mêmes conditions. Et on voit que, effectivement, à 55 ans, il est aussi encore beaucoup plus bas. C'est très intéressant de mettre de l'argent de côté dès le plus jeune âge, on va dire, et ça permet de financer un tour du monde. Mais il ne faut pas oublier qu'une réduction de revenus, si on prend une période plus longue, c'est quelque chose de non négligeable. Et les 15 000 euros du budget du tour du monde correspondent à pas grand-chose, différence du budget à 55 ans. Qu'est-ce qu'il en est du risque? Est-ce qu'il y a des risques médicaux plus importants, qui pourraient avoir des dépenses, qui pourraient impliquer des dépenses importantes? Il y a des gens qui attrapent des maladies pendant le voyage, le paludisme ou des choses comme ça, qui ont un impact financier à long terme. De mon point de vue, je pense pas qu'il y ait vraiment de différence entre prendre le métro tous les jours en travaillant à Londres, par exemple, et risquer de se faire écraser par un bus, ou voyager dans des conditions correctes dans des endroits en faisant un peu attention, sans aller dans les pays en guerre et en faisant attention à ce qu'on mange. Je ne vois pas d'énormes différences au niveau risque, au niveau sécurité, au niveau médical. On n'a pas parlé d'expérience pour l'instant, donc c'était uniquement une analyse au niveau financier. Il y a un an d'expérience qui est souvent mis en avant comme étant quelque chose d'exceptionnel lors d'un tour du monde. C'est difficile de valoriser cette expérience et de chiffrer. En plus, ce qu'on ne considère pas ici, c'est qu'on considère le coût, mais absolument pas la satisfaction personnelle et ce que les gens en tirent. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que faire le tour du monde ou voyager pendant une longue période de leur vie est une espèce de rêve, que l'impact financier est extrêmement négligeable par rapport à ce qu'ils peuvent en retirer. Voilà, c'est la fin de cette présentation sur les coûts d'un tour du monde, avec les impacts à moyen et long terme sur le plan financier. Je vous rappelle que je suis Florent du site tourdelaplanète.com, sur lequel je publie des articles et des vidéos sur comment organiser un tour du monde. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, je vous remercie de bien vouloir la partager.